Donc maintenant, en termes de probabilité et statistique, on va s'intéresser à quelque chose qui est excessivement important, qu'on appelle les tests d'hypothèse. Et au niveau de la science des données, que ce soit dans des domaines scientifiques où on veut justement tester une hypothèse comme l'efficacité d'un traitement ou au contraire les problèmes de santé qui sont causés par une toxine, on fait des tests d'hypothèse et on utilise les statistiques. J'ai déjà mentionné que l'être humain n'a pas été conçu à travers l'évolution pour des raisons qui peuvent s'expliquer, mais c'est quand même une réalité, pour avoir une très bonne compétence au niveau statistique. Et on va le voir ici que ça peut nous jouer des tours et ça arrive assez souvent. Donc, l'exemple que je voudrais vous donner ici, c'est un exemple simple. On voudrait savoir si une pièce de monnaie est truquée. Je ne peux pas imaginer un test plus simple que ça. On a tout simplement une pièce de monnaie qui a deux valeurs possibles et elle est truquée si une valeur arrive plus souvent que l'autre. Bon. Alors, et vous allez voir que même en prenant l'exemple le plus simple qui puisse exister, vous allez voir que c'est pas aussi facile qu'on le pense. Et donc, imaginez que vous êtes un observateur et donc il ne s'agit pas ici d'une expérience, mais vous avez observé le lancer qui a été fait par exemple par quelqu'un d'autre et vous voyez pile, 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 face, pile, face, pile, face, pile, pile. Et donc, on se rend compte qu'il y a eu 3 piles et 3 faces et 7 piles. Bon, visiblement, il y a pas mal plus de piles que de faces. En moyenne, ça devrait être 5-5, dans l'espérance, si vous voulez. Est-ce qu'on peut conclure que la pièce est truquée? Ça dépend. Je veux dire, bon, ça dépend. À partir de quand on va dire que la pièce est truquée? Je pense que tout le monde comprend que lorsqu'il s'agit de phénomènes probabilistes, il y a des événements qui se produisent, qui sont plus rares à l'occasion. Et peut-être que 3 piles, 3 faces, 7 piles, c'est quelque chose de normal. On pourrait, je peux utiliser un anglicisme, investiguer. Et donc, vous étudierez les formules, c'est des binomiales, c'est facile. Il s'agit de calculer la probabilité que ça se produise. Bon, évidemment, on ne veut pas calculer la probabilité de cette séquence exactement là. Toutes les séquences ont la même probabilité. On veut finalement calculer, est-ce que ça arrive souvent qu'on a seulement 3 valeurs piles? Bon, et puis on fait le calcul, la probabilité de 0 pile, plus 1 pile, plus 2 piles, plus 3 piles. Et puis, ça nous donne que ça arrive seulement 17,2% du temps. Bon. Alors, 17,2% du temps, c'est une valeur qui nous indique que finalement, c'est un événement qui n'est pas excessivement fréquent, mais qui n'est pas non plus totalement rare. Et donc, si on veut faire un test d'hypothèse, on ne peut pas décider, après avoir fait le test, quelle est la note de passage. Dans un test d'hypothèse et dans toute expérience, il ne faut pas commencer à regarder les données, puis après ça, décider, une fois qu'on a vu les données, c'est quoi notre critère. Parce que la psychologie humaine étant ce qu'elle est, ça va vous mener à la catastrophe, je vous le promets. Et donc, normalement, ce que les gens vont faire lorsqu'ils font un test d'hypothèse, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est une bonne idée, à mon avis, c'est une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité, mais de l'histoire de l'humanité en sciences, disons, mais 5%. On va penser que si c'est le fruit du hasard, s'il y a seulement 5% que ça se produise, et donc il y a 95% de chances que finalement ça ne se serait pas produit, on va dire que c'était pas aléatoire et que donc on a vérifié l'hypothèse que la pièce était incorrecte. Bon, est-ce qu'on peut s'en assurer à 100%? On peut s'approcher autant qu'on veut en augmentant le nombre de lancers et en collectant de plus en plus de statistiques, et on peut se rapprocher assez rapidement. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente le nombre d'éléments d'une expérience,
l'augmentation au niveau de la qualité de nos conclusions, elle peut être extrêmement importante. Ça peut faire une différence qualitative là, fondamentale entre j'ai l'impression que et vraiment c'est à peu près certain, hors de tout doute que. Le problème, c'est que même la séquence où on a seulement des piles aurait une certaine probabilité. Donc, ça dépend un peu du niveau de confiance qu'on veut avoir. Ça, c'est une page qui complétait ce que je disais tout à l'heure. Le problème, il est ici. OK? Donc, je viens d'ajouter quelques pages que j'ai improvisées parce que ce que je viens de vous expliquer de façon précédente, c'était à toute fin pratique faux. Donc, par exemple, quand je dis qu'il y a beaucoup d'études ou de trucs scientifiques qui sont faux, c'est souvent pas par malice, c'est souvent tout simplement parce que il y a des erreurs qui sont faites et normalement, ce n'est pas des erreurs de calcul, c'est des erreurs de raisonnement. OK? Le problème, c'est que toutes les séquences ont exactement la même probabilité. Et donc, 10 fois pile a exactement la même probabilité que pile, 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 face, pile, face, pile, face, pile, pile. Et finalement, la même probabilité que face, 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 face 10 fois. Et il y a un paradoxe ici dans lequel je ne vais pas m'embarquer, le paradoxe philosophique de savoir comment on va définir qu'est-ce que c'est une séquence qui est typique. Mais je peux vous dire une chose. Si vous concluez que 10 piles signifie que la pièce est biaisée, vous concluez aussi que 10 faces, la pièce est biaisée. Et donc, dans la séquence qu'on a ici avec des piles et des faces, si on a seulement 3 faces et qu'on conclut que la pièce est biaisée, si on avait eu aussi seulement 3 piles, on conclurait aussi que la pièce est biaisée. Et donc, si on définit comme étant des séquences atypiques, vraiment, c'est pas normal au sens statistique du terme, hein, pas au sens des normes que les gens doivent respecter dans une bonne société, mais vraiment normal au sens statistique du terme, ben, on dirait que si on considère que d'avoir seulement 3 valeurs piles, ou 2 valeurs piles, ou 1 valeur pile, ou 0 valeur pile, ou au contraire, d'une manière similaire, 3 valeurs face, 2 valeurs face, 1 valeur face et 0 valeur face. Autrement dit, si j'ai au moins 4 éléments de plus d'un côté que de l'autre, si c'est débalancé de cette façon-là, pour les piles ou pour les faces, ça devrait être aussi atypique dans les deux cas, étant donné que piles et faces ici, ce ne sont que des étiquettes qui n'ont pas vraiment de valeur. Et là, dans ce cas-là, on en arrive à plus qu'un tiers. Et donc, la séquence qui nous a paru surprenante au début, c'est une séquence qui, en réalité, arrive, ce type de séquence-là arrive plus qu'une fois sur 3, et même, dans certains cas, parmi les séquences qui arrivent une fois sur 3, qui sont légèrement atypiques, on a des séquences qui sont encore pires. OK? Et donc, il faut faire attention. Et là, l'erreur était volontaire ici. C'est parce que je veux vous mettre en plein visage l'incapacité des êtres humains à réaliser si un résultat statistique est significatif ou non, seulement en utilisant la première impression qu'on obtient. C'est absolument indéniable que lorsque l'on regarde des échantillons, les gens vont, de façon hallucinante, exagérer l'effet qu'on observe dans des petits échantillons. On va donner beaucoup de valeur à quelque chose qui a été répété 2 ou 3 fois. Il suffit que quelqu'un mange un truc pour la première fois pour être absolument certain que c'est ça qui a causé son problème de digestion, même si, dans le cas que je viens de mentionner, on a un seul échantillon et que, vraisemblablement, il pourrait y avoir eu d'autres facteurs qui ont influencé la digestion de la personne. OK? Donc, au niveau des petits échantillons, on a tendance à surévaluer l'importance de ce que signifie un petit échantillon. Et pire que ça, le vidéo que j'ai mis en ligne, qui est en anglais, qui traite du sujet, va vous expliquer comment ça peut nous mener à la catastrophe lorsque, par exemple, on va regarder à travers une tonne de régions, une tonne de sous-populations, une tonne de groupes, une tonne de parties, une tonne de morceaux, et qu'on va comparer des statistiques. Ce qui va se passer, c'est que si certains des échantillons sont petits et que d'autres sont grands, on va être complètement bluffé par les petits échantillons parce que
les petits échantillons vont avoir un comportement erratique. Il va y avoir des extrêmes qui vont se manifester beaucoup plus souvent dans les petits échantillons que dans les grands, même si les distributions étaient les mêmes. Et on a aussi le contraire. Si les mathématiques sont faites correctement et que le résultat que vous avez obtenu provient d'un échantillon de très grande taille, dans bien des cas, on va avoir tendance à sous-estimer la validité de ce qu'on a obtenu à travers un gros échantillon. Si vous avez un échantillon de 500 personnes qui vous donne un indice sur une problématique et qu'ensuite vous avez un échantillon de 1000 personnes, la validité de l'échantillon de 1000 personnes est incomparable à celle d'un échantillon de 500 personnes. Et donc, lorsqu'on augmente la taille des échantillons, les conclusions statistiques qu'on obtient, éventuellement, il y a cette espèce de croissance exponentielle. Les probabilités d'erreur se multiplient les unes avec les autres et s'écrasent très rapidement à zéro. Donc, en termes d'un test d'hypothèse, on va avoir des calculs, on va avoir l'hypothèse nulle et on va avoir l'hypothèse alternative. Et donc, avec ça, on va vouloir calculer ce qu'on appelle une p-valeur. La p-valeur, c'est comme le degré de à quel point l'hypothèse a été confirmée. Et si la seule explication qu'on obtient, c'est que si l'hypothèse nulle était la bonne, on a observé quelque chose de très rare, eh bien, on va peut-être vouloir conclure que ce qu'on a observé est justement anormal, on va avoir observé quelque chose de significatif. Dans la communauté, les gens utilisent une p-valeur de 5%, mais étant donné que l'univers est très imparfait, la collecte de données est imparfaite, la méthodologie souvent est imparfaite, etc., 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 je pense que c'est assez facile de raisonner que un problème de 5%, un p-value de 5%, ça ne sera pas suffisant. Je peux vous donner un exemple qui va illustrer ça. Moi, personnellement, je ne pense pas que deux êtres humains peuvent faire de la télépathie. J'ai parlé de télépathie quantique dans mes recherches, mais ça n'a rien à voir avec la télépathie. Et je ne crois pas à la télépathie, évidemment, okay, comme la plupart des gens sérieux. Mais donc, moi, j'associe une probabilité 0 à la télépathie. Et, ou pratiquement 0, je vous ai dit, on ne doit jamais mettre 0, mais disons 1 sur 1 milliard de milliards de milliards de milliards, que ce soit possible. Et là, je pourrais faire une expérience avec une cinquantaine de patients qui prétendent, ou une cinquantaine de personnes qui prétendent être capables de le faire, et je pourrais arriver à la conclusion suivante. Wow, j'ai mon p-value. Ce que j'ai observé ne peut s'expliquer par le hasard que 5% du temps. C'est un résultat qui est atypique. Finalement, une explication qui pourrait être plus probable, c'est qu'effectivement, il y a de la télépathie. Là, il faut regarder les probabilités a priori. Moi, je donne une probabilité à peu près 0 que la télépathie existe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que j'ai observé quelque chose, et là, c'est moi qui ai fait l'expérience, je l'ai fait honnêtement. Donc, on ne parle pas d'une tricherie. J'ai observé quelque chose de peu probable. J'ai mon 5% que ça soit produit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que 5%, c'est jamais dans l'absolu. En réalité, lorsqu'on a quelque chose qui se passe seulement une fois sur 20, ce que ça va faire, c'est que ça va multiplier par 20 la probabilité qui était déjà très, très faible. Autrement dit, j'ai observé une évidence forte qui multiplie par 20 ma croyance originale qui était à toute fin pratique 0. Certaines personnes, après avoir observé ça, changeront pas d'opinion sur la télépathie. D'autres personnes qui donnaient une probabilité peut-être seulement 1% vont considérer que ce qu'ils ont observé est significatif. Ils vont dire, je ne peux pas conclure tout de suite que la télépathie existe, mais là, je suis rendu autour de 20% de chance, puis 20% de chance, ça vaut la peine, on va faire une autre expérience. Et là, si l'expérience est indépendante, avec un échantillon qui est grand, éventuellement, on va soit rejeter l'hypothèse ou la conclure.
Et donc, lorsqu'on regarde, par exemple, la possibilité d'une séquence ici où on a une longue séquence de piles à n'en plus finir, on se rend compte finalement qu'on va obtenir un p-value qui est extrêmement petit. N'oubliez pas ici que c'est le p-value d'avoir seulement des piles et non pas le p-value d'avoir seulement des valeurs pareilles. Si vous considérez que l'événement pile et face sont égaux, vous allez avoir un 0,0002 au lieu de 0,0001.